Madame, monsieur, bonjour. La Formule 1 est donc revenue sur les lieux du drame. Il y a un an, presque jour pour jour, c'était le dimanche 1er mai, la pendule s'était arrêtée sur 14h17. La Formule 1 s'était installée dans une sorte de dimension d'invincibilité humaine. Et puis la disparition de Ratzenberger et Senna a réinséré la mort dans la course. Un an déjà, nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale. Dans un premier temps, nous allons retracer le début d'une saison 94 qui devait être celle de tous les succès pour le Brésilien. Et puis ensuite, nous nous retrouverons avec des images du présent, le Brésil sans Senna, les questions que les gens se posent encore sur ce drame, et puis les témoignages et les réactions ici à Imola, un an après. Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life. I've been doing it all my life. And it stands up before anything else. Second in last year's World Championship. Ladies and gentlemen, Brazilian driver Ayrton Senna. C'était au mois de janvier dernier à Estoril, présentation officielle de l'écurie Williams-Renault. Après 6 années passées avec McLaren, Ayrton Senna s'offre un nouveau défi, un challenge autant technique qu'humain. Ça fait 10 ans que je fais de la Formule 1. Avec les années, il devient parfois plus délicat de se remotiver à l'aube de chaque saison. C'est dû en partie au stress, à la pression énorme que l'on doit supporter. Pour essayer de réduire ce stress, il faut trouver sans cesse de nouvelles motivations. Et pour cela, j'avais besoin d'un changement radical. Il fallait couper avec le passé, porter un regard neuf sur la Formule 1. Plus qu'un banal transfert, Senna veut faire de ce changement le point de départ d'une nouvelle carrière. De toutes les gloires qui ont marqué les 10 dernières saisons, il est désormais l'unique représentant, le rescapé, le seul à avoir été déjà champion du monde. Et cette Williams-Renault, dominatrice depuis 2 saisons, offre l'ensemble le plus performant, une monoplace compétitive et une équipe technique de premier plan. Le sport automobile, c'est du business, c'est sûr, mais tous les gens qui y sont impliqués, qui préparent les voitures, les sponsors, les pilotes, tous sont des dingues d'auto, des fanatiques enthousiastes. Il y a donc un aspect très humain, sous-jacent, que l'on ne souligne pas assez. Il faut du temps pour nouer ces liens, pour créer cet esprit. Et je l'avoue, ça m'angoisse un peu. J'ai hâte de pouvoir découvrir la Williams plus en profondeur. J'ai beaucoup de choses encore à en apprendre. J'en connais peu de choses actuellement. J'ai besoin de rouler, 2 sessions d'essai avant de pouvoir m'y sentir à l'aise, de pouvoir exploiter à fond aussi bien mon potentiel que celui de la Williams. Pour les 3 coups de la saison, Senna joue à domicile, chez lui au Brésil, sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo. 1994, c'est le retour au ravitaillement et le bannissement de toute aide au pilotage. Fini la F1 ordinateur. Premier face-à-face Senna-Schumacher, le V10 Renault contre le V8 Zetec Ford. Et déjà Senna qui signe la pole.
Frank Williams se félicite déjà d'avoir embrigadé le Brésilien, un vieux fantasme de 11 ans enfin réalisé. Senna, lui, fait la course en tête. Normal. Schumacher, roi des essais hivernaux, résiste bien. On le verra même titiller Magic. Puis, place au ravitaillement. Schumacher négocie mieux l'opération que le Brésilien et repart en tête. La stratégie Benetton est parfaitement mise au point. Le Brésil, c'est aussi les premières embardées spectaculaires, heureusement sans dommages humains. Accrochage Bernard, Brundle-Irvine, Verstappen part en vol plané. Schumacher en tête, sur les terres du Brésilien, c'en est trop pour Senna, qui prend tous les risques. Un régal, puis la faute avouée. Et voilà le panoteur Benetton jonglant avec les chiffres et les lettres pour renseigner son pilote. Senna, même au volant d'une Williams Renault, n'est pas invincible. La nouvelle Benetton Ford s'impose en impressionnant les observateurs. Une course rondement menée, un Schumacher 2 Hill à un tour. Les jeunes loups sont lâchés. Aïda, bataille du Pacifique. Senna fait la pole, la deuxième consécutive, mais la performance relève plus de l'homme que de la machine. Premier virage, Senna est éliminé, percuté par la McLaren d'Hakkinen, puis la Ferrari de Larini. Sa course n'aura duré que 5 petites secondes. Le mauvais sort s'acharne. Déjà. Schumacher, jamais inquiété, double la mise. 20 points à 0, Senna n'a déjà plus droit à l'erreur. Sa voiture s'avère délicate à conduire et l'ambiance au sein du team se fait étonnamment pesante. L'écurie Benetton a effectué ses premiers essais avec 37 jours d'avance sur Williams. Le matériel est mieux développé. Il est parfois des courses qui se gagnent dans l'intersaison. Plus que jamais, Senna est décidé à s'investir à fond dans le programme de développement de la Williams pour retrouver le chemin du succès. Entre les séances d'essai, il s'adonne à une autre facette du métier de pilote de Formule 1, le business. Il lance une série exclusive de mountain bike portant sa griffe. Un Senna détendu, l'occasion de faire le point après les 2 premiers Grands Prix. Des propos, vous allez l'entendre, qui prennent aujourd'hui une troublante résonance. Ayrton, déçu après ces 2 premiers Grands Prix? Je suis déçu par les résultats, mais pas par l'équipe. Les mauvais résultats sont le fait de circonstances qui nous ont été défavorables. Cela fait partie de la course automobile. Le plus important est que nous développions la voiture tout au long de la saison et que nous soyons compétitifs pour le championnat du monde. Ce qui est possible, il reste tout de même 14 Grands Prix. J'espère et je crois que nous y arriverons, ce qui rendra le championnat très serré. Et c'est une bonne chose pour les supporters, pour la télévision, même si ce sera plus dur pour nous. Beaucoup de jeunes pilotes sont apparus cette saison sans grande expérience. Ça peut compliquer les choses, non, par rapport aux autres saisons? C'est vrai. Une nouvelle génération de pilotes arrive, qui n'a pas seulement beaucoup de talent, mais qui a aussi l'envie de prouver son habileté, ce qui est très bien. Cela a été mon cas au début de ma carrière, et je comprends ça. Cependant, nous avons eu un changement brutal, de nouveaux éléments, de nouvelles règles,
de nouvelles voitures, de nouveaux circuits. Et les circonstances ne sont pas propices à la sécurité pour aucun d'entre nous. Ainsi, on a vu des accidents pendant ces 2 premiers Grands Prix, certains vraiment moches, d'autres qui se sont, par chance, bien terminés pour les pilotes, mais qui auraient pu tourner à la catastrophe. Et je pense que c'est simplement la conséquence de cette nouvelle génération qui est soucieuse de prouver rapidement son talent. Cela étant dit, il n'y a rien de mal à cela. Ce dont nous avons peut-être besoin, c'est de la faculté de canaliser quelque peu, dans certaines circonstances, leur énergie, et de faire en sorte qu'en cas d'accident, ce qui peut toujours arriver en Formule 1, car la compétition est très serrée et très dure, les conséquences n'en soient pas irrémédiables, grâce à certaines mesures de sécurité. Plus troublant encore, moins d'un mois avant le drame, le 4 avril exactement, Senna s'était déjà rendu à Imola pour inspecter le circuit comme s'il pressentait quelque chose. En discussion avec le directeur de course sur ces images d'un cinéaste amateur, il pointera plusieurs fois le doigt vers la courbe Tamburello. What is the sun? I know, it's in the kitchen. We never get out into the kitchen. You're not either. Why not? Be working. Oh, yeah. Working hard. Grand Prix de Saint-Marin à Imola, l'un des tracés les plus rapides qui privilégie la puissance des moteurs. L'opportunité pour Senna et Williams-Renault de refaire leur handicap. Le triple champion du monde sait qu'il a ici une belle carte à jouer. Il a le sourire, le moral au beau fixe. Subitement, tout se gâte.
Première vision d'horreur, la Jordan de Barrichello décolle pour aller exploser contre le grillage. Très vite, les secours sont sur place. Le pilote est inerte, l'inquiétude à son comble dans les stands. Eddie Jordan, le team manager, attend les premières nouvelles dans l'angoisse que l'on devine. Barrichello, dans un premier temps, sera soigné à l'antenne chirurgicale du circuit, tandis que les restes du bolide sont écartés des regards indiscrets. Très touché, concerné, l'ami intime Ayrton Senna s'est précipité au centre médical. Il se veut rassurant. It seems to be okay. You have seen him? Yes. And he spoke? Yes, he's cautious, he's okay. It's not finished yet, the control, but so far he's all right. It's a big friend of you, of course. Of course he is. Intéressé par tout ce qui a trait à la sécurité, ou plutôt à ses déficiences, Senna assume son rôle de leader, reconnu par tous ses pairs. En très peu de temps, Michael, vous êtes devenu un des leaders de la Formule 1, non? Oui, mais je ne me vois pas tellement comme un leader. C'est davantage Ayrton Senna que je vois comme un leader, car il a l'envergure pour cela. Mais c'est vrai que je me rapproche de cette position, et plus rapidement que certains ne l'attendaient. En tout cas, plus vite que je ne m'y attendais moi-même. Mais le fait est que j'ai l'équipe pour. Mesdames et messieurs, membres de la presse, Rubens est sorti de l'hôpital en pleine forme ce matin et nous en sommes tous très heureux après ce terrible accident. Le voici donc souriant comme toujours, de retour dans la famille. Eh bien, je me sens un peu mou. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit. Mais je me sens très bien maintenant. Je peux marcher et faire beaucoup de choses dont j'ai envie. La seule chose est que je dois rester calme pendant une semaine. Et je reviendrai aussi vite que possible. Et je remonterai dans la voiture lundi ou mardi prochain pour m'assurer que je suis au point pour Monaco. C'est là l'essentiel, la prochaine course. C'est mon principal souci, refaire des essais pour être prêt pour Monaco. Si je pouvais rouler dès maintenant, parce qu'ils m'ont dit que je pouvais le faire, si on enlève ceci. Non, sérieusement, ils m'ont demandé de ne pas rouler pendant quelques jours. Et puis, je me reconcentrerai pour Monaco. Barrichello miraculé, les essais reprennent leur cours normal le samedi. Senna devant Schumacher, ce sera le verdict. Pour la deuxième fois ce week-end, nous frémissons dans nos corps. Défaillance technique, la Simtech 32 de l'Autrichien Ratzenberger devient subitement incontrôlable pour s'en aller percuter le mur ceinturant la piste. Le choc est effroyable, la tête du pilote ballotte comme celle d'une poupée de chiffon. Unconscious.
Comme beaucoup d'autres, Bertrand Gachot a compris que tout espoir serait vain. La F1 est endeuillée pour la première fois depuis 86, malgré les massages désespérés et le transfert à Bologne par hélicoptère. Incrédulité chez Simtek, à 31 ans, Ratzenberger s'en va avant qu'on ait pu l'apprécier vraiment, fauché, en pleine trajectoire. Ébranlé, Ayrton Senna, qui a refusé de reprendre la piste, suivi bientôt par plusieurs écuries, s'est rendu sur les lieux de l'accident avant de gagner la tour de contrôle. On lui signifiera de s'occuper de ses affaires. Senna accuse le coup comme en état de choc. Dimanche matin, les pilotes reprennent la piste pour le warm-up, sans doute parce qu'ils n'imaginaient pas qu'il puisse encore leur arriver quoi que ce soit. Cruel manque de réalisme dans un sport où l'on file entre les murs à plus de 300 km/h. Pour la 65e et dernière fois, Senna s'élancera en pôle. « 14h02, Roland Brunserad a libéré les voitures et c'est à nouveau le drame. Leto Kal sur la grille se fait toucher de plein fouet par la Lotus de Pedro Lamy. Plusieurs spectateurs seront atteints par des débris. Course neutralisée, quelques tours derrière la safety car, Ayrton Senna, 3 fois champion du monde, 41 victoires, 65 pôles, 19 meilleurs tours, a rendez-vous avec son destin. On ne le sait pas encore, mais cette imperceptible réaction nerveuse sera l'ultime mouvement du casque jaune. À l'origine, plus que probablement la rupture de la colonne de direction, Senna touché par la projection d'un triangle de suspension, sans parler de l'extrême violence du choc. À partir d'une certaine vitesse, une décélération brutale ne laisse aucune chance au pilote.
Dans un chassé-croisé morbide de brancards, le Grand Prix se poursuit. Panique encore quand la Minardi d'Alboreto perd une roue en quittant les stands. Cette folie meurtrière n'est décidément pas digne d'une compétition sportive. À l'hôpital de Bologne, où Senna a été transféré, les nouvelles ne seront que de plus en plus alarmantes. La conferenza stampa sarà molto breve, le condizioni sono estremamente gravi. In sostanza c'è un trauma cranico molto grave, un'insufficienza respiratoria che stiamo trattando, uno shock emorragico che aveva portato a un'assenza di polso. Il cuore ha ripreso, la circolazione ha ripreso, dal punto di vista cranico il coma rimane grave, noi dobbiamo proseguire con le indagini, faremo le indagini radiologiche e la TAC e poi vi daremo ulteriori notizie. Les paddocks d'Imola désormais ne sont plus qu'âme en peine. Silhouettes courbées, regards égarés, individus assommés, consternés. Senna est mort, paroxysme macabre d'un Grand Prix à ne jamais oublier. Schumacher gagne cet absurde Grand Prix, il courra désormais sans son grand rival. Certainly no good feelings. I mean, just win the race, but I can't feel satisfied. Can't feel happy. I mean, what happened this weekend, never have seen something like this. Not just one thing, so many things. The only thing I can say about this is I hope we learn from this. I think there is a lot to learn from, and we have to use this. And things like this, they shouldn't happen without taking the experience from it. It's the only thing I want to say and I can say. Au Brésil, la vie s'est arrêtée. Le pays pleure son héros qui lui faisait oublier ses misères. Les Brésiliens sont anesthésiés par la douleur. De partout affluent les messages de sympathie, ici au siège même de l'écurie Williams en Angleterre. Partout, l'émotion est considérable, à la mesure de la fascination qu'exerçait le pilote brésilien. De son vivant déjà, on pouvait parler de légende. Elle lui survivra éternellement. La cérémonie des funérailles sera digne de celle d'un chef d'État, et c'est par centaines de milliers qu'ils viendront lui dire adieu. Monaco, ambiance éteinte, tout ici évoque le souvenir de Magic, il s'y était imposé 6 fois.
C'est dur, on est tous très abattus. La perte d'Ayrton, on s'en remet pas comme ça du jour au lendemain. Je crois qu'il faudra des mois et des mois avant de refaire surface. Nobody can say that they aren't partly to blame. We all went to Imola and tested earlier in the season. And whilst many of us might have expressed or felt certain fears about not just Imola, but other circuits that we go to and the speeds that we're going. You know, we lost two colleagues. Nous avons perdu 2 collègues. One of them was, l'un d'eux était un très bon ami à moi. Nous nous connaissions pour avoir travaillé ensemble pendant 3 ans. C'est pourquoi ce fut difficile pour moi. Lorsque je suis rentré chez moi le dimanche après la course, je voulais d'abord passer à l'hôpital. Je savais pour Ayrton, et mon souhait était de le voir une dernière fois. Je l'ai vu, puis je suis rentré à la maison. Et le lendemain matin, c'était très étrange pour moi. Je me sentais vide. Et j'ai ressenti la Formule 1 très loin de moi. C'était la première fois qu'elle me paraissait si loin, si peu importante. Et bien sûr, je me suis demandé ce que j'allais faire à l'avenir. Mon sentiment est que quand on est un jeune pilote et qu'on veut faire des courses, si on a des pépins, des accidents, si on voit d'autres pilotes subir des accidents, éventuellement mourir, comme je l'ai vécu à mes débuts, j'ai perdu pas mal d'amis pilotes. Cela ne vous affecte pas tellement. Mais ensuite, quand vous prenez de l'âge, que vous accumulez votre propre expérience, que vous avez eu vos propres accidents, vous le ressentez très différemment. Et j'en suis arrivé à un stade très critique. La vie a d'autres dimensions pour moi, qui sont importantes aussi. Et je me suis dit, ok, la course, c'est très bien, mais tu dois être bien conscient qu'il y a toujours une part de risque d'y laisser ta vie. Tu l'as encore vu à Imola, avec des amis. Et le réel choc, lorsqu'on y regarde de plus près, est de se rendre compte que le risque existe à tout moment quand vous vous asseyez dans la voiture. Et vous vous apercevez que ce ne sont pas tellement les circuits qui sont dangereux, ni les erreurs de pilotage que les autres pilotes commettent ou que vous commettez vous-même. Mais vous découvrez que dans la plupart des cas, ce sont des déficiences techniques qui sont à l'origine des accidents. En fait, dans 80% des cas, ce sont des raisons techniques qui expliquent les sorties de route. Et il faut se préparer à prendre de tels risques. Et pour moi, le week-end dernier, ce fut très difficile de me dire que la course est encore la chose la plus importante dans ma vie. Mais je dois vous le dire, c'est toujours le cas. Je vais continuer à courir. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire complètement abstraction de tout cela, mais le jour où les risques que je prends me feront peur, au point que cela devienne une obsession, alors je m'arrêterai. Car c'est comme le funambule sur son fil au cirque. Tant qu'il regarde vers le haut, il ne tombera pas. Mais le jour où il regardera en bas, il va tomber. C'est pareil en sport automobile. Le jour où vous n'êtes plus à 100% sûr de vous, de vos performances et de la fiabilité de la voiture, vous faites fausse route. Senna parti, Schumacher, l'héritier, devient champion du monde. Un premier titre qu'il n'oubliera pas de dédier à Magic, émotion. For me, it was always clear that I'm not going to win the championship, and it's Ayrton who is going to win the championship.
but he hasn't been there for the last races, and I'd like to take this championship and give it to him, because he is the driver who should have earned it. He had the best car, he was the best driver, and that's my feelings about him. It was difficult at the time to show my feelings, because I'm not somebody who likes to show the feelings to the outside, but I always thought about it, and it's the right time now to give something which I achieved, which he should have achieved, to give it to him. Thank you. D'après le rapport médico-légal, Ayrton Senna serait décédé des suites d'un effroyable choc sur son casque, un élément de la suspension catapulté vers lui. On sait aussi aujourd'hui que Senna s'est sans doute rendu compte de quelque chose. Il aurait fait un geste de la tête un peu anormal vers l'avant, comme s'il regardait quelque chose. Il aurait aussi réduit la pression de son pied droit sur l'accélérateur avant de couper brutalement les gaz. Patrick Head, le directeur technique de chez Williams, a même révélé que la décélération subie par son pilote dans son geste de sauvetage désespéré aurait atteint les 4,3 G. La preuve, soit dit en passant, que tout fonctionnait bien au niveau des ailerons, des freins, de la suspension ou des pneus. Le magistrat qui instruit l'enquête relative à ce drame, Maurizio Passarini, vient de requérir une prolongation de 6 mois au maximum afin de remettre ses conclusions définitives au juge d'instruction, voulant notamment s'entretenir encore avec Patrick Head. Par souci d'honnêteté donc, eh bien, nous utiliserons le conditionnel. 3 hypothèses d'ordre technique furent retenues. 1, une crevaison sur des débris laissés par le carambolage après le départ. 2, l'affaissement d'une suspension. Et puis 3 hypothèses finalement retenues par les commissions d'enquête et d'expertise. La rupture d'un élément de la direction. Explication. Insatisfait de sa position de conduite, notamment du diamètre et de la hauteur de son volant, Ayrton Senna aurait demandé à plusieurs reprises de corriger l'implantation de la direction. Sur ce croquis, vous apercevez la zone de la coque dont Senna aurait souhaité rectification afin d'avoir la pleine disposition de ses mouvements. Finalement, après diverses tentatives infructueuses, décision aurait été prise à Imola de modifier la position de la colonne et la réduction de son diamètre dans sa partie basse. Pour cela, l'adoption d'un tube plus petit avec soudure aux 2 extrémités s'est imposée, en parfaite connaissance de tous. Le diamètre de la colonne était de 18 mm dans sa partie mobile et de 22 dans sa partie fixe. La rupture, provoquant le sectionnement de tous les câbles électriques intérieurs, commandant la boîte et divers accessoires, se serait produite quelques millimètres au-dessus de la soudure inférieure. Incompatibilité de contraintes, incompatibilité de matériaux, cela reste une question, d'autant que l'avocat de l'écurie Williams a prétendu que d'après des tests effectués en laboratoire, la colonne de direction pouvait supporter les efforts auxquels elle a été soumise. La rupture d'un élément de la direction après modification semble pourtant l'hypothèse définitivement retenue. En tout cas, qui permet d'évoquer la délicate mission du directeur technique d'une écurie de Formule 1, une lourde responsabilité pour quelqu'un de coincé en fait entre le désir d'améliorer la performance de sa machine et puis alors la volonté d'en garantir à la fois la fiabilité et la solidité. Bernard Dudot, c'est un boulot, une mission terriblement angoissante, non ? Oui, mais je dirais que c'est complètement indépendant du nombre d'équipes que vous avez équipées, si vous voulez. C'est un problème un peu général de tous les motoristes, de trouver le juste équilibre entre la performance et la fiabilité. Toute recherche permanente de performance risque d'aller au détriment de la fiabilité, bien entendu, et il s'agit de trouver
le moment, l'endroit où l'on peut, jusqu'où on peut aller, si vous voulez, sans commencer à hypothéquer la fiabilité. Mais c'est tout à fait indépendant du nombre d'équipes que vous avez équipées. Il y a des défauts qui sont vraiment impossibles à contrôler ou à prévoir? Non, je crois que, je ne dis pas que tout est absolument sous contrôle, mais je crois qu'on peut limiter vraiment au strict minimum les aléas. Si vous voulez, rien ne arrive par hasard. Je dirais que si le travail est bien organisé, surtout en amont, y compris au niveau des études, si vous voulez, ça commence au niveau des études, au niveau ensuite des essais, ce que nous appelons de l'homologation, c'est-à-dire à partir de quel moment nous acceptons de passer une pièce qui jusqu'ici était, entre guillemets, développement à course. Et c'est ce processus, si vous voulez, que nous avons mis en place, je crois, chez Renault Sport, qui fonctionne très bien et qui permet d'obtenir la fiabilité que nous avons. Alors quand il se passe un drame, un accident comme l'année dernière, bon, il est évident que la compétence, la responsabilité des gens ne peut pas être mise en cause, bien sûr. Mais alors, bon, ben là, vous avez de nouveau votre rôle qui n'en prend que plus d'importance et c'est vraiment dans des circonstances dramatiques. Oui, mais vous savez, la responsabilité, elle existe toujours. Hein. Quand on est responsable d'une équipe, il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas déléguer. Vous pouvez déléguer beaucoup de choses, hein, mais la responsabilité, vous ne la déléguez jamais. Et le pilote, par rapport à vous, il vous pousse dans vos derniers retranchements toujours pour essayer, lui, d'aller plus vite. Est-ce que parfois, vous devez le freiner en lui disant « non, là, je ne peux pas aller » parce que sinon, ce sera au détriment de la sécurité? Ce n'est pas nécessairement au détriment de la sécurité. Enfin, en ce qui nous concerne, je me mets en tant que responsable des moteurs, si vous voulez. Je me place en tant que responsable des moteurs. C'est jamais au détriment de la sécurité, ou je dirais très rarement au détriment de la sécurité. Qu'un pilote vous pousse à aller au-delà de ce que vous pouvez faire, c'est son rôle. Un pilote qui a envie de gagner, qui a envie de remporter un championnat du monde, c'est quelqu'un qui est derrière vous, qui est sur vos épaules, qui met la pression et qui vous sollicite en permanence. Et vous savez, rien n'est simple en Formule 1, vous ne pouvez gagner qu'à ces conditions-là. Maintenant, aller à une extrémité telle qu'on puisse mettre en péril la vie du pilote, je crois qu'eux-mêmes ont suffisamment conscience des risques qu'ils prennent pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Puis nous-mêmes, derrière, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses qu'on n'accepterait pas de faire. Mais je crois que c'est plus du domaine des architectes châssis, je dirais, que du domaine des motoristes. Question suivante, logique, que risque Frank Williams, propriétaire de l'écurie et donc responsable direct de ses agissements, mais pas pour autant coupable. Personne ne serait en mesure de démontrer avec certitude une faute grave de Frank Williams ou de l'un de ses techniciens. Cela dit, c'est vrai, Frank Williams risque la notification d'une procédure civile à son encontre, mais les conséquences en seraient sans doute minimes. Reste encore à envisager la position des assurances qui ont déboursé des sommes considérables et qui pourraient se retourner contre l'écurie, sans parler de la famille Senna dont on a appris néanmoins qu'elle ne tenterait aucune démarche. Cela ne nous ramènera pas Ayrton, aurait-elle conclu. Au Brésil, où la famille d'Ayrton, aidée par plusieurs proches, continue à unir ses efforts pour concrétiser un projet conçu dans les 2 mois qui ont précédé le drame d'Imola, à savoir la Fondation Senna visant à aider les enfants défavorisés, eh bien au Brésil, plus qu'ailleurs encore, l'émotion reste profondément perceptible. Cette année, Sao Paulo était le premier rendez-vous de la saison et nous avons pu y constater qu'Ayrton, qui repose au cimetière de Morumbi, y était encore très présent. De la fondation, c'était son anniversaire il y a 2 jours et ça fait vraiment drôle de réaliser encore un peu plus parce que je pense qu'on réalise, enfin, surtout moi dans ma situation, je ne réalise pas encore à 100% qu'il n'est plus avec nous. C'est dur. Tout le monde sent, tout le monde pense qu'il y a un très grand absent cette année, non? Tout le monde le sent.
Pedro Diniz, Moreno et moi, nous sommes là pour tenter de reprendre le flambeau, très modestement. C'est que vous faites beaucoup de choses dans différents domaines, parfois en silence, parce que vous ne voulez pas qu'il y ait une publicité parfois malsaine là autour. Ici, dans le contexte particulier d'Ayrton, vous avez participé à certaines cérémonies ou autres manifestations? Oui, bien sûr. Bon, il y avait notamment le lancement de la fondation Sénat. La famille m'a demandé d'être un conseiller de la fondation, bien entendu. J'ai accepté avec plaisir. Donc, on a beaucoup de relations en ce moment, c'est vrai. Tout ce que je peux faire pour les aider, dans leur concrétisation. Je pense que la fondation pour les enfants aussi bien malades ou mal nourris ou pas éduqués pour éviter la délinquance, ces choses-là, bon, c'est quelque chose qu'ils ont envie de mettre en œuvre au Brésil. On ne sait jamais, ça peut toujours s'étendre ailleurs. Donc, et quand on peut faire des choses comme ça, il faut le faire, bien entendu, très volontiers. Douloureux anniversaire donc cette année à Imola, pas facile d'oublier. L'an dernier, eh bien, c'est d'Issymène qu'Ayrton Senna s'était élancé pour son dernier Grand Prix. Devant la mort, nous sommes tous sur pied d'égalité. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans la douleur, mais Senna est devenu une sorte de phénomène de société, de héros des temps modernes. Et en reprenant le chemin de l'Émilie-Romagne, eh bien, le monde de la Formule 1 n'est vraiment pas parvenu à se défaire d'une certaine tristesse. Les drames. Je crois que chacun a en mémoire ce qui s'est passé il y a un an. Il faut remercier les organisateurs pour le travail remarquable qu'ils ont fait. Le circuit a été vraiment bien amélioré. Il répond aux normes demandées, que ce soit par la FIA que par les pilotes. Donc il faut espérer qu'il y aura une belle course en hommage à Senna et Ratzenberger dimanche prochain à Imola. Nous sommes tous d'accord que l'événement après son funérail, etc., nous ont bien démontré comme il était vraiment un homme international, adoré partout dans le monde, presque sans exception. Et en parlant personnellement, nous sommes rentrés ici comme une écurie, et moi aussi, comme personnalité, disons, mais ça sera un week-end dur, c'est difficile à l'oublier. On a du travail à faire, mais il y a des moments privés pour tout le monde. Et je crois que c'est la même chose pour vous. J'ai deux niveaux de pensée face à cette situation. Un niveau personnel, et je crois qu'il doit rester personnel, et d'autre part un niveau professionnel. Et là, Senna manque à tout le monde. Et peu importe s'il s'est écoulé un an, un mois ou un jour, les émotions restent intactes. Et évidemment, être ici où Ayrton a perdu la vie, cela vous reste présent à l'esprit. Mais cela ne change pas mon sentiment, mes sensations. On y pense un peu plus souvent qu'on ne le voudrait, oui. On doit courir sur ce circuit. Le tracé et la sécurité ont été améliorés. C'est devenu un circuit complètement différent. Quand on conduit, on ne pense pas forcément à ce qui s'est passé ici l'année dernière. Mais tout nous y ramène à un moment ou un autre. Et c'est difficile pour chacun d'entre nous.
C'est assez difficile de décrire le sentiment en général. La seule chose que je peux dire, c'est qu'Ayrton va nous manquer dans le futur comme il nous a manqué jusqu'ici. Imola a gardé son Grand Prix, mais le circuit a été sérieusement redessiné, les responsables n'étant pas restés insensibles aux critiques soulevées par leur piste après les tragédies de l'an dernier. Présentation du nouvel Imola. Premier aménagement, nouvelle courbe à Tamburello, un lieu à jamais maudit. Virage redessiné aussi à Villeneuve, l'endroit fatal à l'Autrichien Ratzenberger. Déplacement de la chicane Acqua Minerale. Et puis le lieu-dit Rivazza revu et corrigé avec un meilleur dégagement. Modification aussi à l'entrée de Variante Bassa, là où Barrichello était sorti l'an dernier. Et enfin, nouveau look à la sortie de Variante Bassa. Les travaux et aménagements ont donc été accomplis. Réaction. Roland Brunzerath, circuit redessiné, vous êtes satisfait? Très satisfait, surtout quand j'ai vu il y a 2 mois les travaux qu'ils étaient en train de faire. Et je dois dire qu'ils ont fait un très beau boulot. C'est vraiment, tout le monde est content, pas seulement moi. J'ai parlé avec beaucoup de pilotes, ils sont très contents. Il y a partout maintenant une voie de sécurité, des bacs à gravier, 50 000 pneus ajoutés, donc c'est très bien. Un exemple à suivre pour d'autres circuits éventuellement? Certainement, mais je crois que tous les circuits sont en train de faire des travaux partout. Comme depuis 8 ans, nous faisons des travaux à Francorchamps, on ne s'est jamais arrêté de faire des travaux et on ne va jamais arrêter parce que chaque année on peut faire quelque chose, grand ou petit. Pas plus nerveux qu'ailleurs donc dimanche pour lancer le Grand Prix? Je suis toujours nerveux, mais c'est une nervosité que je peux vraiment bien contrôler. Voilà, 1 an déjà, Senna est parti, mais son souvenir hante toujours les circuits. Le règlement de la Formule 1 a été revu, la sécurité renforcée. Cela dit, la défaillance mécanique reste l'ennemi numéro 1 d'un pilote de course. Mais cela n'empêchera pas Schumacher, Hilberger et tous les autres de se lancer avec la même ardeur dans une bataille que le souvenir d'Ayrton rendra plus émouvante encore. Au revoir et à bientôt.